Ce jour-là, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, les rues sont plongées dans un silence oppressant, presque surnaturel. À l'intérieur du palais présidentiel, une silhouette se tient près d'une fenêtre ouverte. Ibrahim Traoré, le jeune président qui a secoué un pays et défié le monde. Sous la lueur pâle de la lune, la ville dort, mais lui ne trouve pas le repos. Un frisson parcourt son échine. Ce n'est pas le bruit des combats lointains ou une menace aux frontières qui le hante ce soir. Non, le danger est bien plus sournois. Il vient de l'intérieur, de quelqu'un qu'il appelle frère. Des secrets militaires s'échappent comme du sable entre les doigts, des agents étrangers rôdent dans l'ombre, et un complot se tisse pour l'abattre avant les élections. Ce n'est pas une guerre ouverte avec des fusils et des cris, mais une bataille silencieuse faite de murmures et de trahisons. Voici l'histoire inédite d'un pays traqué, d'un piège tendu dans l'obscurité, et d'un homme qui a transformé la faiblesse en force. Préparez-vous à plonger dans un récit où chaque seconde compte, où la loyauté est mise à rude épreuve, et où le Burkina Faso devient le théâtre d'un affrontement invisible. Ça commence maintenant. Chapitre 1. Le vent tourne. Ibrahim Traoré n'est pas un président ordinaire. À peine 34 ans, il a pris le pouvoir en 2022 après un coup d'État audacieux, renversant un régime jugé trop mou face aux puissances étrangères. Depuis, il a mis le feu aux poudres, il a chassé les troupes françaises stationnées depuis des décennies, repris les mines d'or exploitées par des multinationales et lancé des projets pour rendre la terre aux paysans burkinabés. Dans les villages, on parle de lui comme d'un nouveau Thomas Sankara, le héros révolutionnaire assassiné en 1987. Les gens l'aiment pour ça. Il leur a redonné leur fierté, leur voix, un espoir tangible. Mais chaque médaille a son revers. Ses choix ont fait de lui un homme à abattre. Les anciennes puissances coloniales, habituées à tirer les ficelles dans l'ombre, grincent des dents. Les entreprises minières, privées de leurs profits juteux, ruminent leur vengeance. Et dans les capitales occidentales, on chuchote des plans pour remettre de l'ordre. Traoré le sait. Quand on coupe les cordes d'un marionnettiste, il ne reste pas les bras croisés. Et puis, les signes apparaissent. Des semaines, des choses étranges se produisent. Une opération militaire dans le nord, censée rester secrète, était vantée. Les djihadistes étaient prêts, comme prévenu. Une réunion clandestine avec des alliés régionaux est compromise. Des détails fuitent sans explication. Et à chaque attaque ennemie, les assaillants semblent savoir exactement où frapper, comme s'ils avaient un guide invisible. Traoré, debout dans son bureau, sent son pouls s'accélérer. C'est pas une coïncidence. Quelqu'un de proche, très proche, joue double jeu. Analyse. Cette montée en tension n'est pas unique au Burkina Faso. L'histoire africaine est remplie de leaders qui, en défiant l'ordre mondial, se retrouvent dans le viseur. Prenez Patrice Lumumba au Congo, assassiné en 1960, et un pour avoir voulu l'indépendance totale, ou Sankara lui-même, trahi par son entourage. Traoré marche sur une corde raide. Il menace des intérêts colossaux, l'or burkinabé représente des milliards pour les multinationales, et les bases militaires étrangères sont des leviers géopolitiques clés. Ici, la trahison n'est pas qu'un drame personnel. C'est une arme stratégique. Les puissances extérieures savent qu'un pays uni derrière un leader fort est intouchable. Alors, elles frappent là où ça fait mal, au cœur même du pouvoir, en semant le doute et la division. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est que Traoré ne se contente pas de subir, il va riposter, et ça, on va le voir tout de suite. Chapitre 2. Le traître démasqué. Une nuit, alors que la chaleur étouffante de Ouagadougou s'apaise à peine, un message urgent arrive au palais. Le capitaine Nabazongo, un officier discret mais redoutablement efficace, a fait une découverte. Posté dans une base au nord, il surveillait les fréquences radio, une mission banale, presque ennuyeuse, mais ce soir-là, il capte un signal bizarre, camouflé dans un rapport agricole insignifiant. En creusant, il tombe sur une mine d'or. Des cartes militaires détaillées, des coordonnées précises, des noms de hauts gradés, et même des plans d'opération classifiés. Des informations que seule une poignée de personnes, l'élite autour de Traoré, pouvait connaître. À minuit, le palais est bouclé. Pas un bruit, pas une lumière inutile. Traoré convoque une réunion secrète dans une salle aux murs nus, loin des regards. Pas de téléphone, pas d'étrangers, juste 5 hommes, ceux qui considèrent comme ses piliers. L'air est si lourd qu'on pourrait le couper au couteau. Zongo, murmure Traoré, montre-moi. Le capitaine pose une pile de papier sur la table en bois brut. Les autres se penchent, le souffle court. Et là, en haut de la liste, un nom saute aux yeux. Colonel Ouattara. Ouattara, c'est plus qu'un collègue. C'est un frère d'armes. Il y a 10 ans, dans une embuscade au Sahel, il a pris une balle pour protéger Traoré, alors simple officier. Ils ont partagé des repas frugaux sous des tentes poussiéreuses, ri aux anniversaires de leurs enfants, pleuré ensemble des camarades tombés.
Traoré lui a confié les clés de la défense nationale, des secrets qui pourraient faire tomber le pays. Et maintenant ça, des mois de fuite, orchestrés par cet homme assis à sa droite lors des briefings quotidiens. Le silence devient glacial. Zongo brise la stupeur. Il est nourri depuis des mois. Excellence. Traoré ne cille pas. Son visage reste de marbre, mais à l'intérieur, c'est une tempête. Il sent son cœur se déchirer, comme si une lame invisible le traversait. Pourtant, il lève une main. Personne ne bouge. Pas d'arrestation. Les autres échangent des regards perplexes. On attend, ajoute-t-il, sa voix basse mais tranchante. S'il y a un serpent parmi nous, on ne l'écrase pas tout de suite. On le suit jusqu'à son nid. Analyse. Ce moment est un tournant psychologique et stratégique. La trahison de Ouattara, c'est un coup de poignard personnel, mais Traoré ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la colère est une faiblesse dans ce genre de guerre. Les coups d'État et les complots prospèrent souvent sur des réactions impulsives. Regardez Blaise Compaoré, qui a renversé Sankara en 1987 en exploitant une crise mal gérée. Traoré, lui, voit plus loin, il veut le réseau entier, pas juste le pion. C'est une leçon de leadership rare. Et ça montre aussi une vérité brutale. Dans les cercles du pouvoir, la loyauté est une monnaie fragile, souvent vendue au plus offrant. Ici, le colonel n'est pas un monstre, mais un homme séduit par des promesses. Un schéma classique quand des puissances extérieures ciblent des nations en quête de souveraineté. Ce suspense, cette retenue, c'est ce qui rend l'histoire addictive. Chapitre 3, la chasse commence. Les jours suivants sont une torture subtile. Traoré doit jouer la comédie. Il prononce des discours enflammés devant des foules en liesse, serre des mains lors de réunions officielles, pose pour des photos avec des dignitaires, mais chaque fois qu'il croise Ouattara, il observe. Chaque sourire du colonel, chaque pause dans ses phrases, chaque regard furtif est analysé. Ouattara, lui, est un acteur parfait. Il plaisante, propose des stratégies, agit comme si de rien n'était. Trop parfait, sous son calme apparent, il y a une assurance qui trahit quelque chose. Pendant ce temps, une guerre invisible s'intensifie. Le capitaine Zongo, avec une équipe triée sur le volet, des hommes et femmes au passé impeccable, prêts à mourir pour leur pays, se met au travail. Ils installent des micros dans le bureau d'Ouattara, suivent sa voiture banalisée dans les rues poussiéreuses de la capitale, notent chaque contact. Pendant 3 nuits, rien. Puis, un soir, le colonel craque sa façade. Après une réunion tardive, il quitte le palais seul, sans escorte, dans une berline noire. Direction. Une maison discrète près de l'ambassade française, un bâtiment qui semble abandonné, mais que Traoré reconnaît immédiatement comme une planque. Zongo agit vite. Une caméra miniature est placée dans un arbre en face, camouflé par le feuillage, et une nuit froide, le piège, livre ses secrets. À 1 du matin, Ouattara entre dans la maison. La caméra capte tout. 2 hommes en costume impeccable, un Américain aux cheveux grisonnants, un Européen au regard glacial, l'accueillent. Ils lui tendent une mallette noire, lourde, sans doute remplie d'argent ou de promesses. En échange, Ouattara sort un dossier épais de son sac. Zongo, dans une camionnette à 2 rues de là, zoome sur les images. Ce sont les itinéraires privés de Traoré pour le mois à venir, avec des annotations précises sur ses escortes et ses moments de vulnérabilité. Traoré regarde la vidéo en boucle dans une pièce sombre du palais, seul. Ses mâchoires se crispent, ses poings se ferment jusqu'à faire blanchir ses jointures. Cet homme, qu'il a vu comme un frère, le vend comme un animal au marché. Mais il ne hurle pas, ne brise rien. Il décroche son téléphone, appelle Zongo. C'est le moment, dit-il, la voix rauque mais contrôlée. On passe à l'action. Analyse. Cette phase est un chef-d'œuvre de patience et d'espionnage. Traoré aurait pu arrêter Ouattara sur le champ, mais il choisit de creuser, de voir l'ampleur du complot. Ça rappelle des opérations historiques, comme quand Nelson Mandela et l'ANC infiltraient les réseaux d'apartheid pour mieux les démanteler. Ici, la maison près de l'ambassade française n'est pas un détail anodin. Elle symbolise des décennies d'ingérence. Un rappel que les anciennes colonies restent des terrains de jeu pour certains. Les agents étrangers, avec leurs costumes et leurs mallettes, incarnent cette arrogance néocoloniale, ils pensent pouvoir acheter n'importe qui. Mais ce qui est brillant, c'est que Traoré ne tombe pas dans le piège de la vengeance immédiate. Il transforme une blessure personnelle en avantage stratégique, une approche qui demande un sang-froid hors norme. Et ça pose une question. Combien de leaders africains ont été trahis ainsi, sans jamais avoir la chance de riposter ? Cette tension monte crescendo, et le prochain acte va tout faire exploser. Chapitre 4. Le piège se referme. Le lendemain matin, le palais est en ébullition, mais rien ne transparaît.
Traoré convoque Ouattara à une réunion au dernier étage du ministère de la Défense. Le colonel arrive comme d'habitude, costume impeccable, sourire facile, un café à la main. Il entre dans la salle, s'attendant à une discussion banale sur les prochaines patrouilles au Sahel. Mais l'ambiance le fige net. Pas de salutations chaleureuses, pas de chaises qui grincent sous le poids des officiers bavards. Juste 10 soldats en tenue de combat, visage fermé, armes en évidence, et, au centre, Traoré, debout, immobile, les yeux perçants comme des lames. « Tu étais mon frère », commence-t-il, sa voix résonnant dans la pièce comme un grondement sourd. « Pourquoi ?» Ouattara tente de répondre, mais les mots s'étranglent dans sa gorge. Son sourire s'efface, remplacé par une pâleur maladive. Traoré s'avance, implacable. « Tu as vendu ce pays pourquoi ? De l'argent ? Des promesses ? Tu crois qu'ils te protégeront maintenant ?» Zongo ouvre alors la mallette saisie la veille. Des liasses de dollars, un traceur GPS, un disque USB rempli de fichiers compromettants. Les preuves s'étalent comme un verdict sans appel. « Tu ne vas pas en prison », annonce Traoré glacial. « Tu vas parler. » Ouattara est emmené dans une cellule souterraine. Pas de fenêtre, pas d'horloge, juste le béton brut et le silence. L'homme qu'il était, fier et assuré, s'effrite. Derrière une vitre sans teint, Traoré observe, impassible. Mais au fond, il souffre. Cet homme était sa famille, un roc dans les moments sombres. Maintenant, c'est un ennemi. Après des heures de silence oppressant, Ouattara craque. « Ils m'ont approché il y a 1 an, murmure-t-il, les yeux rivés au sol. Des Américains, des Européens. Au début, c'était des compliments. Ils disaient que j'étais un leader né, que je méritais mieux. Puis l'argent est arrivé, des valises entières. Ils m'ont promis une maison à Paris, un poste à l'ONU, une vie loin d'ici. Ils voulaient reprendre le Burkina après ta chute, son or, ses terres, son âme. Ils baissent la voix, presque inaudible. J'ai cru qu'ils me protégeraient, mais je vois maintenant, ils m'ont utilisé. » Traoré entre dans la cellule, s'assoit face à lui. Un long silence s'installe, chargé de douleur et de souvenirs. « Tu ne m'as pas juste trahi moi, dit-il enfin, la voix ferme et posée. Tu as trahi les mères qui labourent les champs, les soldats qui meurent au front, les enfants dont tu as vendu l'avenir. » Ouattara ne peut pas lever les yeux. « Je suis désolé, souffle-t-il. Tu vas payer, conclut Traoré. Mais d'abord, tu vas nous aider à les arrêter. Analyse. Cet affrontement est un climax émotionnel et stratégique. Traoré ne se contente pas de punir, il recycle la trahison pour en faire une arme. C'est une tactique digne d'un général de guerre, penser à Sun Tzu et son art de la guerre. Connais ton ennemi et tire profit de ses faiblesses. Ouattara, en confessant, révèle la machine derrière le complot. Un mélange toxique d'intérêts économiques, l'or, toujours l'or, et de nostalgie coloniale, le poste à l'ONU comme carotte. Ça montre aussi une réalité crue. Même les plus loyaux peuvent flancher sous la pression ou la séduction. Mais ce qui frappe, c'est la réponse de Traoré. Il ne hurle pas, il ne pleure pas, il agit avec une froideur calculée qui force le respect. Cette scène illustre une lutte plus large, celle des nations africaines pour briser les chaînes invisibles des puissances qui refusent de lâcher prise. Et la suite ? Elle va prouver que le Burkina n'est plus une proie facile. Chapitre 5, la contre-attaque. Avec Ouattara brisé mais utile, Traoré passe à l'offensive. Il s'agit plus de se défendre mais de frapper. Son équipe monte une opération de désinformation. Il fabrique de faux documents, des itinéraires bidons, des plans militaires absurdes, des réunions fictives, et les font passer à travers les contacts d'Ouattara. Les agents étrangers, confiants, avalent tout sans se poser de questions. Pendant ce temps, au ministère de la Défense, Zongo orchestre le tout depuis une salle souterraine. Des cartes tapissent les murs, des radios crépitent sans relâche, des lumières clignotent comme les battements d'un cœur en guerre. Traoré passe chaque nuit, là, dedans, discret, surveillant chaque détail, ajustant chaque mensonge. Puis, l'occasion se présente. Un agent, un certain Ri de soi, disant conseiller agricole, mais clairement un espion, contacte Ouattara. « Il faut accélérer », dit-il dans un message crypté. « On se voit à minuit, dehors, la capitale. C'est urgent. » Traoré, en écoutant l'échange via un mouchard, sent l'adrénaline monter. « Il prépare un gros coup », murmure-t-il à Zongo. « C'est maintenant qu'on les achève. L'opération est lancée dans l'ombre. Pas de sirène, pas d'uniforme voyant, juste une équipe d'élite, des fantômes dans la nuit. » Ouattara arrive à la planque, un micro cousu dans son col, un traceur dans sa ceinture, ses mains tremblent et il sait que s'il échoue, il est fini. À l'intérieur, Reed et un autre Européen l'attendent, visage tendu. « Tu as été discret ces derniers temps ?» lance Reed, méfiant. Traoré se doute de quelque chose. Ouattara, jouant son rôle à la perfection, répond « Il me fait confiance. »
Voici la prochaine étape. Il tend un dossier falsifié. Reed se penche, s'usure. Il faut le faire tomber avant les élections. C'est le moment. Dehors. Traoré écoute chaque mot via une oreillette, les dents serrées. C'est la confession qu'il attendait. Il donne le signal. En un éclair. L'équipe surgit, porte fracassée, cris étouffés, armes braquées. Reed et son acolyte n'ont pas le temps de réagir. Vous êtes en état d'arrestation, déclare Zongo. Vous n'avez pas le droit. On est diplomate. Aboie Reed. Pas ce soir, rétorque Zongo. Ce soir, vous êtes cuit. Traoré entre alors, seul, sans escorte. Reed le fixe, furieux. Tu crois avoir gagné, siffle-t-il. Je n'ai pas gagné, répond Traoré, inébranlable. Le Burkina a gagné. Analyse. Cette contre-attaque est un coup de génie tactique et symbolique. Traoré ne se bat pas avec des tanks ou des bombes, mais avec des idées, des leurres et une patience d'acier. C'est une leçon de guerre moderne. Dans un monde de drones et de cyberattaques, l'intelligence est plus puissante que la force brute. Regardez comment la Russie ou la Chine utilisent la désinformation aujourd'hui. Traoré fait pareil, mais pour défendre, pas pour attaquer. Ce qui est poignant, c'est le contraste entre Reed, arrogant jusqu'au bout, et Traoré, calme et invincible. Ça reflète une lutte globale. Les nations africaines, souvent vues comme des pions, peuvent devenir des joueurs si elles maîtrisent le plateau. Et ce diplomate de Reed, un classique, les espions se cachent souvent sous des titres officiels, une vieille ruse coloniale. Cette victoire n'est pas juste militaire, elle est morale, elle redonne au peuple burkinabé la certitude qu'il peut tenir tête aux géants, mais la bataille n'est pas finie, loin de là. Chapitre 6, le lion rugit. Le lendemain, le scandale éclate. Les manchettes hurlent. Espion pris la main dans le sac au Burkina Faso. Traoré dévoile un complot étranger. Les ambassades se murent dans un silence gêné. Les gouvernements occidentaux bredouillent des excuses vaseuses. À Ouagadougou, l'ambiance est électrique. Les foules envahissent les rues, les radios crachent la nouvelle dans les marchés, les enfants courent en criant « Il les a eus ! Il nous a sauvés !» Ce soir-là, Traoré s'adresse à la nation. Pas de costume clinquant, pas de décor ostentatoire. Juste lui, en uniforme militaire usé, face à un micro. Des millions le regardent, à la télé, à la radio ou serrés autour de lampes vacillantes dans les villages reculés. Je vous parle ce soir non pas comme président, mais comme votre frère, votre fils, votre soldat, commence-t-il, la voix grave. Des puissances ont essayé de nous empoisonner de l'intérieur. Ils ont pris l'un des nôtres pour voler nos rêves, notre avenir. Ils voulaient la peur, le chaos. Ils marquent une pause, fixent la caméra. Mais ils ont échoué. Les cris explosent dehors. Applaudissements, sifflets, joie brute. Je ne vendrai jamais ce pays, poursuit-il. Pas pour de l'or, pas pour des accords, pas pour du pouvoir. Le Burkina appartient à vous, son peuple, et je le protégerai jusqu'à mon dernier souffle. Il lève la main droite. C'est mon serment. Jamais je ne plierai devant des maîtres étrangers. Ces mots traversent les frontières, résonnent en Afrique, et au-delà, comme un défi lancé au monde. Plus tard, sous un ciel étoilé, Traoré s'assoit avec Zongo sur le toit du palais. La ville s'apaise enfin. « Tu as été impeccable », dit-il au capitaine. Zongo sourit. « Je n'ai fait que suivre vos ordres, Excellence. » Traoré regarde les étoiles, pensif. « Ils reviendront, murmure-t-il. Avec d'autres visages, d'autres plans. » « Alors on les arrêtera encore ?» répond Zongo sans une once de doute. Traoré hoche la tête. « Tant qu'on reste unis, ils ne prendront jamais cette terre. » Analyse. Cet épilogue est une célébration et un avertissement. Traoré devient plus qu'un homme. Il est un étendard, un lion qui rugit pour toute une génération africaine lasse des ingérences. Son discours, simple mais puissant, rappelle les grandes figures panafricaines. Kwame Nkrumah, Steve Biko, qui ont su galvaniser les foules par la vérité. La victoire ici n'est pas totale, et c'est réaliste. Les puissances vaincues ne renoncent jamais facilement. Mais ce qui change, c'est l'élan. Le Burkina, sous Traoré, passe de proie à chasseur, un symbole pour des nations qui rêvent de souveraineté. Cette histoire montre que la liberté ne se gagne pas juste par les armes, mais par la volonté, la ruse, et une foi inébranlable en son peuple. Et ça, c'est un message universel qui donne des frissons. En conclusion, les amis, une trahison déjouée, des espions humiliés et un président qui transforme la peur en espoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Auriez-vous tenu bon face à un tel complot? Si cette histoire vous a fait vibrer, mettez un gros pouce bleu, partagez-la avec vos potes et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.